C'est moi, j'ai de Canada, Québec. Donc, c'est Lama Samten. Là-bas, moi, j'ai étudié avec lui depuis plusieurs années. Donc, comme ça, moi aussi, j'ai partagé. Donc, comme ça, depuis l'année dernière, Stéphane, qui est avec nous aussi. Donc, lui, il s'occupe du centre Paramita à Paris. Donc, comme ça, on a organisé plusieurs activités ici. Qu'est-ce qu'on offre au Québec pour les gens, mais aussi on a pensé organiser la même chose en France. Donc, c'est ça. Je vais juste un petit peu ce soir avec vous, on va ensemble faire une petite méditation. On va pratiquer ensemble. Aussi, je vais expliquer le sens de la méditation, qu'est-ce que ça veut dire. Mais c'est sûr, je vais parler avec vous vraiment dans le contexte, c'est selon la philosophie bouddhiste tibétaine. C'est sûr parce que de nos jours, la méditation, c'est très populaire. De plus en plus de gens connaissent. Aussi, je pense, dans les écoles, peut-être presque tous les enfants aussi, le mot méditation, ils ont entendu aussi. Donc, mais qu'est-ce que ça veut dire, la méditation? C'est sûr, j'imagine, il y a plusieurs explications différentes. Mais ce soir, je vais parler avec vous, qu'est-ce que ça veut dire dans la philosophie bouddhiste tibétaine. Donc, c'est sûr, moi, je suis moine bouddhiste. Donc, c'est sûr, c'est normal, OK? Si je vais parler d'autre chose, c'est bizarre. C'est vraiment moine bouddhiste. Donc aussi, moi, personnellement, c'est sûr, je suis moine bouddhiste dans la tradition tibétaine, mais je n'ai pas grandi comme ça. Je n'ai pas connu l'enseignement de la méditation ou de la philosophie bouddhiste depuis que je suis très jeune. C'est plus moi-même par mes propres recherches, mes propres découvertes. Comme ça, j'ai lu sur la philosophie bouddhiste et la méditation. Et un jour, j'ai rencontré en 2002 le moine tibétain Lama Samten, qui est au Québec depuis environ 20 ans. Et là, j'ai commencé mon apprentissage. Donc, c'est comme ça, en 2006, j'ai commencé moi aussi à enseigner un peu la méditation, la philosophie bouddhiste. Donc, après, j'ai choisi de dédier ma vie pour ça parce que pour moi, ça m'apporte vraiment un très grand bien. Aussi, beaucoup de gens s'intéressent, donc j'ai pensé comme ça pouvoir la partager avec les autres. Pour ça, j'ai choisi de devenir moine bouddhiste. Donc, j'ai demandé sa sainteté Dalai Lama, il a accepté. Donc, comme ça, j'ai été en Inde pour l'ordination. Mais c'est sûr, je n'ai pas souvent pris le thé avec Dalai Lama, OK? C'est rare qu'il vienne à Montréal. Mais juste pour la cérémonie, on était environ, je pense, il dit 257 ou 253, quelque chose comme ça. Donc, seulement 3 occidentaux. Tout le reste, c'est des Tibétains. Donc, seulement moi, un Américain, un Néo-Zélandais. Donc, ils nous ont mis les 3 ensemble pour y aller. C'est moins gênant, moins difficile. Donc, le Dalai Lama nous a dit, c'est important, si vous êtes intéressé comme ça à la méditation et la philosophie bouddhiste, étudier le message du Bouddha parce que l'enseignement du Bouddha, c'est une sagesse, c'est une philosophie. Comme Bouddha a dit lui-même, vous ne devez pas accepter mes paroles simplement à cause de ma renommée, mais parce que vous les avez vérifiées, comme lorsqu'on achète de l'or en le coupant, le frottant, le faisant fondre. Donc Bouddha donne l'exemple de quand on achète quelque chose qui coûte cher, on doit vérifier la qualité. Donc, Bouddha dit, même chose, il dit, mon enseignement, vous n'avez aucun besoin de le suivre ou de le croire. Vous devez vérifier si c'est bon pour vous ou non. Donc, comme ça, même chose, ce soir, je vais parler avec vous, mais vous n'avez rien besoin de changer. Vous n'avez aucun engagement ce soir à cause que vous êtes venu à la méditation. Vous devez, à partir de demain, pratiquer la méditation. Non. C'est bon si vous le faites, mais pas nécessaire du tout. Donc, aussi non plus besoin de changer. Si vous pratiquez déjà la méditation, rien besoin de changer. Mais quand même, je vais partager avec vous qu'est-ce que ça veut dire la méditation dans la philosophie bouddhiste tibétaine. Donc, c'est premièrement, juste expliquer un peu le contexte aussi de la méditation parce que d'où vient cet enseignement de la philosophie bouddhiste? On dit un maître, une personne s'appelle Siddhartha. Lui, il a vraiment vécu environ pendant 80 ans. Donc, il a vécu en Inde, dans le nord de l'Inde. Donc, lui, c'était un être humain comme nous. Lui aussi, pris des fois dans la colère, c'est la peur ou des émotions, toutes sortes de choses, mais vraiment, il a vu notre condition humaine, la condition de tous, et il a vraiment voulu trouver une solution pour trouver le bonheur profond, authentique et le montrer aux autres. Donc, c'est pour ça qu'il a choisi de quitter son palais. Il était voué à être futur roi, mais ça ne l'intéressait pas. Il voulait plus chercher ce chemin intérieur spirituel. Donc, il s'est consacré pendant plusieurs années à la méditation pour finalement trouver l'éveil. Et c'est à partir de là qu'on l'a appelé le Bouddha. Donc, Bouddha, ici, quand vous entendez le mot Bouddha, il ne faut pas que vous pensiez la signification, c'est une personne. Le Bouddha, ça veut dire, c'est en langue sanskrite. En langue tibétaine, Bouddha, ça veut dire, on dit Sangye. Sangye, les 2 syllabes, ça fait référence à quelque chose. Sang, ça veut dire
complètement nettoyer, purifier notre esprit de tout ce qui le perturbe, tout ce qui nuit à notre bonheur. Exemple, jalousie, la peur, l'orgueil, trop d'attachement, dépression, colère, tout ça. Complètement nettoyé, complètement libéré, ça s'appelle sang. Gue, ça veut dire complètement développé en nous. Exemple, notre compassion, notre amour, joie, sagesse, tout ce qui apporte du bonheur, complètement développé, ça veut dire gue. Donc, comme ça, on dit sangue, ça veut dire un état que tout le monde peut atteindre. Dans la philosophie bouddhiste, il n'y a aucune croyance de séparation, par exemple, différence de sexe, âge, couleur de peau, ethnie, croyance, toutes sortes de choses comme ça dans l'enseignement bouddhiste. Non, ça n'existe pas. Tout le monde, on a le même potentiel, nous aussi, de trouver le vrai bonheur intérieur. On appelle en sanskrit Bouddha, ou des fois on traduit l'éveil. Ça veut dire trouver le vrai bonheur intérieur. Donc, comme ça, c'est quand la philosophie bouddhiste, on dit comme ça. Donc, c'est pour ça aussi qu'on parle de méditation. C'est le mot méditation de nos jours est très populaire, mais qu'est-ce que ça veut dire dans l'enseignement du Bouddha, méditation? De nos jours, comme j'ai dit, le mot méditation est très populaire. Si vous allez dans une école aussi, des fois j'ai vu, c'est quand je suis allé des fois dans des écoles, parce que des fois les professeurs m'ont invité pour aller un peu faire essayer la méditation pour les jeunes, des fois à l'école primaire ou plus rendu à aussi 15 ans, dans les écoles secondaires, comme ça au Québec. Je suis allé souvent. Donc, j'ai demandé des fois aux enfants, est-ce que vous pratiquez la méditation? Certains m'ont dit oui. J'ai dit, comment tu fais? Ils disent comme ça. Mais c'est bon, c'est positif. Mais est-ce que c'est seulement ça la méditation? J'ai dit en blague des fois, j'ai dit, dans les magasins, il y a beaucoup de Bouddhas de jardin. Eux aussi, ils font comme ça. Est-ce qu'ils méditent? Je ne suis pas certain. Donc, des fois, il y a une expression tibétaine très drôle qu'on dit, c'est « il ne faut pas méditer comme le pigeon ». Vous savez, le pigeon, c'est un bel oiseau, très calme, très serein, mais si, quand il a vraiment bien mangé, après il a mangé des bonnes graines, après il va aller s'installer au soleil, il ferme ses yeux, il est vraiment très tranquille, il ne bouge pas. C'est vraiment, si on médite comme lui, ce n'est pas une bonne méditation. C'est une bonne relaxation par contre, bon repos ou un bon sommeil. Donc comme ça, c'est la méditation, on ne dit pas comme le pigeon. Ou des fois, certaines personnes, ils disent, moi quand je médite, mon chat, mon chien, il médite avec moi. Mais j'espère que vous ne méditez pas comme votre chat. Le chat, quand il médite, il ronronne, tranquillement il s'endort. Donc, c'est pas la méditation, c'est la relaxation, c'est le repos. Donc, dans la philosophie bouddhiste, méditation, c'est pas comme ça. Quand on parle du mot méditation, le mot en langue tibétaine, gom, quand vraiment on traduit le sens, d'où ça vient, le mot que ça vient en langue tibétaine, ça veut dire familiarisation. Donc, le sens de méditation implique le sens de familiarisation. Ça veut dire on habitue notre esprit à quelque chose. C'est le sens de méditation dans la philosophie bouddhiste. Mais de nos jours, quand on entend parler de méditation, beaucoup de gens, qu'est-ce qu'ils pensent? Juste les choses extérieures, s'asseoir, les jambes croisées, fermer les yeux, ou certains disent penser à rien, ou des choses comme ça. Mais dans l'enseignement bouddhiste, ce n'est pas exactement comme ça. C'est le sens, ça veut dire familiarisation. Pourquoi on dit c'est important la méditation dans le sens de familiarisation? Pourquoi? Parce que tout le monde, on désire le bonheur. Qui n'aime pas le bonheur? Qui cherche la souffrance dans sa vie? Il se réveille le matin et dit « Comment je pourrais le plus souffrir aujourd'hui? Plus être malheureux, plus dans la dépression, la colère, l'anxiété? » Non, personne. Tout le monde cherche le bonheur. Quand même, votre chien, votre chat, il ne sait pas parler, mais s'il savait parler, non plus, il ne cherche pas la souffrance. Regarde, quand il fait soleil, il va s'installer dans le rayon de soleil, coucher comme ça. S'il fait trop chaud, il cherche l'ombre lui aussi. Comme nous, on a cherché l'ombre. Tout le monde cherche l'ombre ce soir. Donc, c'est la même chose. Tout le monde cherche le bonheur. Mais pour trouver le bonheur, c'est pas facile. Si on dit à notre esprit, « OK, sois heureux. Maintenant, j'ai décidé, ma vie, c'est seulement dans le bonheur. » Est-ce qu'on est capable? Comme ça, on dit, c'est pas facile pour l'instant. On dit, si un jour on trouve le nirvana, pas le groupe de musique, OK? Nirvana, c'est déjà tout le monde a écouté la musique, mais pas encore trouvé le bonheur. Nirvana intérieur. Le nirvana intérieur, ça veut dire quoi en langue française? Nirvana, traduit en français, ça veut dire libération. Quelle libération? Justement de tout ce qui nous dérange intérieurement. Par exemple, la colère, anxiété, angoisse, c'est souffrance, jalousie,
trop d'attachement, le deuil, etc. Toutes ces émotions intérieures qu'on vit qui nous perturbent l'esprit, qui nous rendent malheureux, agités, tendus. On dit se libérer complètement de ça, ça veut dire nirvana. Est-ce que vous aimez atteindre le nirvana? Donc, on dit la méditation permet ça. Mais pas la méditation comme le pigeon ou comme le chat, non, je ne pense pas. Trouver le vrai bonheur intérieur, ça veut dire par la familiarisation avec les qualités intérieures qui vont se développer et donc apporter le bonheur qu'on recherche. Comme la compassion, l'amour, la joie, c'est toutes les émotions comme le calme intérieur, c'est la sagesse, etc. Donc, dans la philosophie bouddhiste, qu'est-ce qu'on cherche? Développer ces qualités-là en nous, donc par la familiarisation. Par exemple, si vous dites, moi j'aime devenir un bon chanteur, est-ce que c'est ou chanteur ou joueur d'un instrument de musique, exemple guitariste, est-ce que c'est possible de devenir un bon guitariste sans jamais avoir essayé la guitare? C'est possible? Ou c'est devenir un bon joueur de sport sans jamais pratiquer? Aucune expérience, j'ai jamais été sur le terrain de foot, jamais pris un ballon. OK, je m'en vais aux Olympiques demain matin pour gagner la médaille d'or. Je ne suis pas certain. Donc, c'est la même chose pour n'importe quoi. Pour apprendre une nouvelle langue, apprendre un nouveau sport, apprendre un nouveau travail. Pourquoi ce ne serait pas la même chose avec notre état d'esprit vers le bonheur? C'est la même chose. On doit se familiariser. Donc, comme ça, pour cette raison-là, dans l'enseignement du Bouddha, la méditation, c'est la troisième étape de 3 actions. Avant la méditation, qu'est-ce qui est important? L'étude, ensuite la réflexion et donc la méditation. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'on va méditer? Qu'est-ce qu'on va se familiariser? C'est qu'est-ce qu'on a compris. Qu'est-ce qu'on a compris? C'est qu'est-ce qu'on a appris par l'étude. Donc, comme ça, qu'est-ce qu'on cherche? Premièrement, étudier comment fonctionne l'esprit, comment je peux faire naître ou faire grandir en moi la compassion, le calme, la pleine conscience, la joie, l'amour, la sagesse. Après, je vais bien réfléchir, savoir comment y arriver. Et après, je vais pratiquer. Je vais familiariser mon esprit. Donc, c'est le sens de méditer comme ça. Donc, c'est, comme ça on dit dans la philosophie bouddhiste, c'est très important. Sinon, de dire, je vais méditer sans avoir avant étudié ou réfléchi. C'est un peu comme une expression tibétaine, on dit, c'est comme vouloir escalader la falaise sans avoir de jambes, sans avoir de jambes aussi, mais sans avoir de mains ou de doigts. Est-ce que c'est possible escalader sans mains ou sans doigts? Comme ça, c'est la même chose. Méditer, familiariser notre esprit sans aucune étude ou réflexion, c'est très difficile. Mais de nos jours, beaucoup de gens aiment méditer, mais ils n'ont pas le temps d'étudier ou ils n'ont pas trouvé comment étudier, quel endroit. Donc, comme ça, les gens essaient de méditer et disent souvent, ça ne marche pas. Même une personne, une fois, m'a dit, depuis longtemps, elle médite, depuis plusieurs années, je pense qu'elle m'a dit 10 ans, mais elle dit, chaque fois que je médite, beaucoup d'émotions qui remontent, beaucoup de souffrances. À la fin de ma méditation, je suis épuisé. Beaucoup d'émotions. Donc, comme ça, dans la philosophie bouddhiste, ce n'est pas le sens de la méditation. La méditation, ça veut dire travailler sur comment libérer notre esprit des émotions négatives et cultiver en nous ce qui est positif. Donc, comme ça, c'est le sens de méditation. Donc, aujourd'hui, on va essayer ensemble aussi un petit peu de méditer, mais là, je n'ai pas encore vraiment eu le temps d'expliquer. J'ai un peu donné plus de détails, mais premièrement, on va juste essayer quelques minutes, juste un petit moment, 2-3 minutes, on va essayer. Premièrement, juste installer en nous le calme. Essayez, OK? Mais pendant la méditation, c'est sûr, si vous n'êtes pas habitué, c'est la première fois que vous méditez, c'est pas facile au début. Donc, peut-être que l'esprit va être distrait. Beaucoup de choses, par exemple, si certaines choses extérieures qui nous distraient, par exemple, des fois les sons des voitures, exemple. Formule 1. Peut-être c'est le Mans, 24 heures du Mans aujourd'hui. Donc, c'est les voitures, avions, c'est quelqu'un content et rit beaucoup. Exemple, OK? Certaines choses, c'est possible et quelque chose nous distrait à l'extérieur, mais on va lâcher prise, pas s'occuper. Pendant la méditation, vraiment concentrer notre attention vers l'intérieur, trouver le calme intérieur. Donc, si notre esprit aussi se rappelle quelque chose, aujourd'hui, on a fait une belle activité, on a vu nos meilleurs amis, ou la semaine prochaine, on part en vacances. Donc, pendant la méditation, commencez à préparer nos vacances. Non, tout de suite ramener l'esprit intérieurement dans le calme. On va essayer comme ça, OK? Mais ce n'est pas facile au début. Mais on va essayer juste d'installer le calme.
Si ça vous aide, comme ça, le Bouddha a enseigné une technique quand on est trop dispersé, quand l'esprit est trop agité. Il dit, vous pouvez utiliser la respiration comme outil de concentration. Donc, plutôt que l'esprit aller à gauche et à droite comme un singe, l'expression comme ça, ils disent dans les textes bouddhistes, ils comparent l'esprit agité au singe, parce que le singe va toujours tout voir, entendre, toucher, comme nous quand on va au magasin. Je pense que ça ressemble un peu au singe. Aller voir telle chose, ah, il y a un spécial ici, un solde, ok, j'ai telle belle couleur, belle odeur, beau, dégustation. C'est comme le singe, on veut tout voir, tout faire. Donc, comme ça, notre esprit, comme le singe, mais au Québec, nous, on n'a pas de singe, donc il dit le hamster. Beaucoup de gens disent, mon hamster, arrête pas. Donc, comme ça, c'est le sens, notre esprit vraiment agité. Pendant la méditation, on essaie de le calmer. Mais inquiétez-vous pas, si vous n'arrivez pas au début, c'est pas facile. C'est comme quand vous avez acheté un beau petit chiot au début, c'est vous demandez à votre petit chiot, assis, reste tranquille, bouge pas, écoute pas. Donc, des fois, nos petits-enfants aussi, les jeunes enfants, les jeunes garçons sont très actifs. Si on dit, OK, assis, bouge pas, c'est difficile, il n'écoute pas. Beaucoup d'agitation. Donc, c'est la même chose, notre esprit au début. Il faut être patient, tolérant, en douceur. Essayez de naturellement le calmer. Donc, comme ça, vous pouvez utiliser la respiration, simplement être conscient, inspirer, expirer normalement, doucement, par le nez, comme ça, en suivant le mouvement de vos respirations. Vous pouvez même aussi compter. Le Bouddha, comme ça, il suggère, vous pouvez compter quelquefois le mouvement de vos respirations. Pendant que vous inspirez, mentalement, vous comptez 1. Pendant que vous expirez, 2. Comme ça, vous pouvez compter quelques fois. Et une fois que votre esprit est calme, essayez de maintenir le calme intérieur. OK. On va essayer quelques minutes. Après, je vais donner plus d'explications. OK? Mais premièrement, on va essayer. Pour commencer, juste pour aider, je vais faire un petit chant. C'est en langue tibétaine. C'est juste un outil, un autre outil pour vous aider. Parce que des fois, avec le son extérieur, c'est plus facile. Donc, avec le son du chant, juste comme pour servir pour objet de concentration, pour après, en silence, trouver une forme de calme intérieur. Xi che che yang dan dun lan ci xin che bai xin ne lang dong sun du zhe wei lam niu du yu la ke wai jin yi lo log bei yu la ye wa xi che che yang dan dun lan ci xin che bai xin ne lang dong sun du zhe wei lam niu du yu la ke wai jin yi lo.
Jonjo Senjo Rinpoche Make Banam Ke Gyoche Kemba Nyamba Mebaya Kone Kondum Pewa Sho. Ok, c'est bon. Ok, je vais un petit peu expliquer. Après, on va réessayer encore. Donc aussi, si vous avez des questions à la fin, pas de problème. À la fin, je vais garder un petit temps pour les questions. Donc, c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, le sens de méditation, vraiment, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire familiariser notre esprit. Donc, familiariser notre esprit avec quoi? Avec qu'est-ce qui procure du bonheur. Tout le monde, on aime le bonheur. Donc, notre bonheur, comment il survient? C'est justement en cultivant en nous ces causes du bonheur. Donc, si je vous demande combien de temps par jour vous aimez que votre esprit demeure dans le bonheur? Plus la moitié de la journée ou seulement le matin, avant le petit déjeuner? Reste de la journée un peu dans la colère ou un peu stress ou anxiété? Ou c'est mieux toute la journée? Aussi, votre rêve, est-ce que le rêve, vous aimez mieux le soir faire un bon cauchemar pour un peu plus... ça? Je pense pas. C'est vraiment la vie, c'est bon toujours comme plaisant, agréable, positif, heureux, etc. Donc, si je vous demande combien de temps par jour c'est important, méditer. Moi, je pense que c'est bon 24 heures. Essayez pendant toute la journée, maintenir l'esprit dans le positif, dans la pleine conscience. C'est ce que veut dire méditer. Pas fermer les yeux, pas s'asseoir. Méditer, ça veut dire familiariser notre esprit avec le positif. Si vous dites non, moi j'aime pas le bonheur, OK, c'est correct. Pendant 2-3 heures, juste familiariser avec le négatif. Beaucoup d'inquiétudes, repenser au passé, qui m'ennuie dans le passé, qu'est-ce que j'ai peur dans le futur, la fin du monde en 2012. Beaucoup de choses comme ça. Les gens, le problème dans notre société aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas beaucoup d'informations sur l'esprit, sur les émotions. On n'apprend pas à l'école, par exemple, comment fonctionne l'esprit, les émotions. Donc, depuis notre jeune âge, on a des mauvaises tendances, mauvaises habitudes de inquiétude, stress, colère, émotions comme ça. Pourtant, c'est accessible à tout le monde de connaître ces choses-là. C'est des choses naturelles, ces choses qu'on vit en nous. On apprend comment bien manger, comment bien travailler, mais comment apprendre à bien gérer ses émotions, c'est lui, il manque dans notre société un peu. Donc, comme ça, Dalai Lama, il fait souvent des efforts pour rencontrer des scientifiques, des psychologues, psychiatres, des gens qui travaillent dans l'éducation, des chercheurs, pour que ça soit plus valorisé. Apprendre les émotions. Pas apprendre le bouddhisme, c'est la chose personnelle d'apprendre la philosophie bouddhiste ou être athée ou d'autres croyances, c'est son choix personnel, mais apprendre l'esprit, nos émotions, ça c'est important. Donc, comme ça, c'est le sens de méditation, ça veut dire qu'on devrait toujours garder notre esprit dans cet état-là, s'entraîner toujours à faire ça. Mais c'est pas facile. Donc, comment on va faire? S'exercer par des petites séances de méditation. Commencer par exemple le matin. Idéalement le matin, parce que durant la journée, des fois, c'est pas facile. Le matin, c'est le meilleur moment parce que durant la journée, des fois, on a beaucoup de préoccupations. Par exemple, si on est au travail, on est au boulot, pendant l'heure du déjeuner, on va faire une méditation, mais il nous reste encore beaucoup de choses à travailler durant la journée. Tout ça nous agite un peu. Ou le soir, on arrête du travail, c'est terminé, mais on est plus fatigué le soir. Donc, c'est plus difficile de rester concentré. Donc, pour cette raison-là, le matin, souvent, on suggère comme le moment le plus facile, le plus idéal. Donc, c'est parce que le corps est bien reposé. Pendant la nuit, on a un peu évacué aussi nos soucis de la journée précédente. Donc, c'est bon le matin, en se réveillant. Avant d'ouvrir Facebook, c'est important. Quand Facebook est ouvert, donc les problèmes politiques, mon ami fait ci aujourd'hui, donc l'agitation commence. Donc, comme ça, c'est bon le matin. Première chose, méditer un petit peu le matin. Quelle durée? Dans les textes bouddhistes, ils ne mentionnent pas de durée spécifique. Par contre, il dit, pour les débutants, c'est bon une séance plus courte. Quand ça va bien, aussi longtemps que possible, sans problème. Mais pourquoi il dit plus court pour les débutants? Parce qu'il mentionne dans les textes bouddhistes beaucoup d'éléments, comment bien se préparer pour la méditation, la posture, etc. Mais il parle aussi surtout de les obstacles pour le calme mental. Qu'est-ce qui fait obstacle dans notre méditation pour que ce soit une bonne méditation? Donc, il parle comme ça de 5 obstacles majeurs, mais principalement dans ces 5 obstacles, il y en a un qui, lui, se divise en 2,
c'est 2 obstacles majeurs. Donc, quel obstacle majeur? C'est agitation mentale. Comme j'ai dit tantôt, comme le singe, le hamster, le petit vélo qui roule. Comme ça, notre esprit est vraiment très agité. Donc, si vous êtes moins habitué de travailler sur l'attention, la pleine conscience, peut-être que l'esprit est vraiment agité. Donc, pendant que vous méditez, vous allez tout repenser à qu'est-ce que vous avez fait durant la journée. Si hier soir, vous êtes allé voir un bon spectacle, Céline Dion, exemple, donc, pendant votre méditation, vous rechantez la chanson Céline Dion. Ou vous avez un projet, après la méditation, maintenant vous avez faim. Après la méditation, qu'est-ce que je vais manger après la méditation? Une bonne pizza ou un bon plat avec du fromage, quelque chose. Donc, vous avez, pendant la méditation, agitation. Donc, comme ça, quand on commence à méditer, l'agitation arrive très rapidement, très fort. C'est pour ça qu'il dit, c'est mieux faire une petite séance de méditation. Vous allez avoir plus de qualité parce que l'esprit va être plus capable de arrêter les obstacles. C'est pareil quand on commence à courir. Si vous pensez, je vais dire, j'ai jamais couru de ma vie, mais je veux faire le marathon. Première journée, est-ce que vous allez courir pendant 5 heures? Comprenez-vous? Première journée, juste courir 5-10 minutes pour s'entraîner. Après, au fil des semaines, des mois, des années, vous allez faire plus. C'est la même chose pour la méditation. Commencez juste quelques minutes pour commencer. Aussi, quel obstacle va arriver surtout pour les débutants avec l'agitation? L'autre obstacle, c'est relâchement de l'esprit. Regardez, quand vous avez un petit peu médité, au début, c'est l'agitation qui se présente au début. Même que la plupart des gens, quand on commence, on a l'impression, quand on médite pour la première fois, qu'on a plus de pensées quand on médite que quand on ne médite pas. Mais c'est juste une impression, parce qu'on n'a jamais essayé avant, jamais observé notre esprit. C'est pareil, si vous allez au boulot le matin, mais en partant, vous êtes parti très vite à la course, vous avez mangé un bon pain avec la confiture, mais vous n'avez pas été voir dans le miroir, vous avez un petit peu de confiture ici. Quand vous arrivez au boulot, vous avez déjà la confiture. Mais à la pause, quand vous allez voir dans le miroir, oh, j'ai la confiture. Vous n'avez pas plus de confiture à 10 heures qu'à 8 heures. Vous avez juste regardé maintenant la première fois la confiture. C'est la même chose. Avant, notre esprit était agité, mais quand on médite, là, on voit notre agitation pour la première fois. Donc, c'est l'obstacle qui arrive premièrement. Mais quand vous avez un petit peu d'expérience, que là, vous réussissez un peu à calmer votre esprit, qu'est-ce qui est le plus dur encore que l'agitation? C'est le relâchement. Pendant la méditation, là, vous êtes calme, et là, tranquillement, comme on dit au Québec, cognez des clous. Pendant la méditation, vraiment plus d'énergie. Donc, vraiment, tranquillement, on s'endort comme ça. Donc, c'est obstacle encore plus difficile que l'agitation. C'est lui qui est obstacle majeur pour les méditants, c'est le relâchement. Donc, comme ça, quand on commence, vous allez voir ces obstacles-là arriver en vous beaucoup. L'esprit qui est en mouvement, sans votre contrôle, ou l'esprit qui est pas assez d'énergie, pas assez de lumière, de clarté. C'est les 2 obstacles majeurs. Donc, dans la méditation, qu'est-ce qu'on cherche? 2 qualités où ces 2 obstacles sont éliminés. Première qualité, c'est quoi? La stabilité. Vraiment l'esprit ancré, vraiment comme une montagne, solide, vraiment rien ne peut le perturber, très calme. Mais en même temps, pas seulement ancré, mais aussi très clair et très lumineux. Donc, vraiment l'esprit réveillé, OK? Pas endormi, pas comme on est dans la lune ou comme le pigeon. Vraiment l'esprit très lumineux. Vraiment, regarde, un bon exemple, c'est quand vous conduisez votre voiture. Si votre esprit est agité pendant que vous conduisez, est-ce que c'est une bonne chose? C'est dangereux pour votre vie. Si vous sentez un peu de relâchement pendant que vous conduisez, est-ce que c'est une bonne chose? Tranquillement, comme ça sur l'autoroute. Donc, ce n'est pas une bonne chose non plus. C'est la même chose qu'on a besoin durant la méditation. L'esprit réveillé, mais l'esprit aussi très ancré, posé. C'est les 2 qualités qu'on recherche. Puis qu'est-ce qui fait obstacle à ça? C'est agitation et relâchement. Agitation, il fait obstacle pour la stabilité. Relâchement, il fait obstacle pour la clarté d'esprit. Donc, quand on va méditer aussi, qu'est-ce qu'on va faire? Premièrement, dans les préparations, il y a plusieurs préparations. Mais aujourd'hui, ce soir, c'est sûr, je n'ai pas le temps d'expliquer en détail. Nous, surtout, qu'est-ce qu'on fait, nous, dans la philosophie bouddhiste? Principalement, c'est sûr, moi, comme je suis enseignant dans le centre Paramita, qu'est-ce qu'on fait? Comme dans la tradition du Dalai Lama, c'est plus on transmet les informations pour les gens, surtout sous forme de formation. Habituellement, nous, on fait comme idéalement, dans le cadre idéal, comme vraiment 5 jours, ou des fois plus résumé 2 jours, mais idéalement 5 jours de pratique et d'enseignement sur le calme mental. Donc aujourd'hui, c'est sûr, en 1 heure, c'est impossible, comme ça, bien expliquer en détail, mais juste pour
introduire ce soir, notre objectif. Donc, comme ça, il y a une préparation, on dit c'est la posture. Pourquoi la posture? Parce que dans le fond, c'est l'esprit qui médite. Pourquoi la posture, on en parle? Parce que, comme on le sait, notre esprit et notre corps sont interreliés. Impossible de séparer le corps de l'esprit. Donc, comme ça, notre esprit, l'état qu'il vit intérieurement, a un effet sur le corps. Même dans la médecine, je pense de nos jours, dans la science, il corrobore cette pensée-là. Dans le sens que si mon esprit est tendu, mon esprit a beaucoup d'émotions, colère, agressivité, anxiété, ça a un effet négatif sur ma santé, sur mon système immunitaire, même peut causer des maladies, même peut comme avoir une mort prématurée à cause de trop d'émotions. C'est possible. Et de la même façon, une personne qui pense positivement, l'esprit plus calme, détendu, donc non seulement contribue à avoir une vie plus longue, plus de sensations physiques agréables aussi, mais aussi, je pense, j'ai entendu des fois, mais je ne sais pas, mais certaines personnes, des fois, c'est possible, arrivent avec une maladie comme un cancer, des fois ils guérissent quelque chose. Quand même, je pense qu'il y a l'effet de l'esprit sur le corps très évident. Donc, même chose, le corps a un effet sur l'esprit. C'est pour ça que la posture a une incidence sur la qualité de la méditation. Donc, la posture, c'est à votre choix. Vous pouvez prendre comme vous voulez, parce que j'ai dit tout à l'heure, l'enseignement du Bouddha, c'est une philosophie, c'est un chemin de sagesse qu'on va soi-même choisir qu'est-ce qui est bon pour nous, mais quand même, il y a une posture qui est suggérée. Quelle posture? Une posture qui a certains avantages, il y a certains points bénéfiques, mais il dit quand même la posture, quel avantage? C'est qu'elle est ni trop confortable, ni trop inconfortable. Donc, c'est important à savoir parce que, comme dans la posture, il mentionne par exemple les jambes croisées. Il dit les jambes croisées, pas seulement croisées normalement, mais il dit pied gauche sur la cuisse droite, pied droit sur la cuisse gauche. Des fois, on dit la posture du lotus. Est-ce que c'est facile pour tout le monde? Pas sûr. Même j'ai entendu une fois, une personne m'a dit, vraiment, quelqu'un s'était blessé. Donc, il est allé à l'hôpital. C'est pas très bon, OK? Votre médecin vous demande quelle est la cause de votre accident? Méditation. C'est vraiment pas la cause qu'on veut avoir de blessure, OK? Donc, comme ça, il y a assez de choses qui peuvent nous arriver que ça, il ne faut pas faire ça pendant qu'on médite. Donc, important de prendre une posture que vous n'êtes pas trop inconfortable, c'est sûr. Donc, habituellement, les gens, si vous n'êtes pas capable comme ça, peut-être les jambes croisées. Encore, si c'est difficile pour vous, j'ai vu certaines personnes, des fois, il y a un banc de méditation. Ou des fois, certaines personnes aussi, c'est impossible, sur une chaise, sans problème. Pour la méditation, c'est l'esprit qui médite principalement. Mais quand même, la posture qui dit, si vous avez vraiment l'habitude de cette posture-là, c'est très confortable, vraiment quand on a l'habitude. Donc, on peut rester longtemps. Sur une chaise, je pense longtemps en méditation, je ne suis pas certain. À un certain point, on a vraiment certains inconforts qui arrivent plus rapidement. Des fois, regarde certains exemples de méditants. C'est Bouddha dans la forêt, il a médité pendant 6 ans. Je pense 6 ans sur une chaise, je pense pas. Donc, après 6 heures sur une chaise, je pense qu'on n'est plus capable non plus. Donc, comme ça, c'est notre méditation, comme ça, la posture, c'est important. Pas trop inconfortable, mais non plus pas trop confortable. Il dit comme ça. Parce que beaucoup de gens m'ont demandé, est-ce qu'on peut méditer allongé? Mais allongé, c'est, pour mon point de vue, très confortable. Moi, des fois, le soir, j'ai médité aussi parce que j'aime ça, après mes activités, un peu faire une méditation avant de me coucher. Mais des fois, le soir, je suis très fatigué. Donc, je n'ai pas l'énergie pour m'asseoir, la posture vraiment idéale, les jambes croisées. Donc, j'ai dit, je vais m'allonger dans mon lit, méditer avant de dormir. Mais j'ai dormi avant de méditer souvent. Donc, comme ça, c'est le danger pour la méditation. Tomber dans le sommeil ou tomber dans le relâchement. L'esprit n'est pas assez clair dans ce temps-là. Donc, comme ça, c'est à vous de voir qu'est-ce qui est bon pour vous. Donc, les jambes, le dos, il dit c'est bon d'avoir le dos droit pour une bonne circulation d'énergie. Vu que le corps et l'esprit sont interreliés, si l'énergie circule bien, vous allez avoir une meilleure méditation. Et ensuite, il mentionne les yeux légèrement, comme la tête légèrement penchée vers l'avant, pour que vos yeux soient à moitié fermés, moitié ouverts. Pourquoi? Parce qu'il mentionne que les yeux ouverts, on est facilement agité par tout ce qu'on voit, des belles choses ou des mauvaises choses. C'est sûr, si on médite puis qu'on voit notre voisin avec son chien, le chien fait ses besoins sur le terrain, peut-être en colère pendant la méditation. Ou si on voit un beau papillon avec les ailes qu'on n'a jamais vu, « Hey, je vais vraiment prendre une photo pour montrer à mes amis. » Donc, pendant la méditation, agité aussi. Donc, c'est qu'est-ce qu'on voit à l'extérieur nous agite.
Aussi, les yeux trop fermés, facilement on tombe dans la noirceur, la torpeur, léthargie, et là, comme tranquillement, c'est possible de cogner des clous. Donc, pour cette raison-là, il dit les yeux mi-clos évitent ces deux problèmes-là. C'est pour ça qu'il mentionne ça. C'est à vous de voir qu'est-ce que vous êtes confortable, adapté selon votre tempérament, vous-même, votre personnalité, sans problème. Donc, comme ça, pendant la méditation, qu'est-ce qu'on va faire? Après, on va essayer. Maintenant, je vais expliquer une dernière chose. Après, on va encore essayer. Pendant la méditation, qu'est-ce qu'on va faire? C'est notre esprit qui médite. Qu'est-ce que l'esprit va faire? Dans l'enseignement bouddhiste, il donne beaucoup d'informations sur l'esprit, comment il fonctionne. L'esprit, on peut dire, c'est le sujet, et l'esprit a toujours un objet. C'est pour ça qu'on dit, tout à l'heure, j'ai dit dans l'enseignement bouddhiste, on ne dit pas on va méditer, ça veut dire penser à rien. C'est pas ça qu'on fait. C'est plutôt qu'on va focaliser notre attention sur une chose plutôt que notre esprit soit dispersé sur plusieurs choses. C'est ça qu'on fait. On concentre notre attention sur une chose pour apaiser l'esprit agité et dispersé. Donc, comment on va faire? C'est sûr que dans l'enseignement bouddhiste, on dit notre esprit a 6 consciences. Pourquoi 6 consciences? Parce qu'on peut être conscient de 6 manières différentes. Par exemple, conscient des sons, conscient des odeurs, conscient des goûts, conscient des couleurs et des formes, conscient de sensations tactiles, chaud, froid, c'est doux, c'est rugueux, etc. Donc, c'est 5 consciences sensorielles, ce qu'on appelle, nous, généralement, 5 sens. C'est les 5 consciences extérieures. Dans la philosophie bouddhiste, on dit on ne médite pas avec les consciences extérieures, on médite avec la conscience intérieure. Conscience intérieure, c'est tout le reste. Par exemple, vous êtes conscient, quand je parle, votre conscience auditive est conscience des sons, mais votre oreille n'est pas capable de comprendre le sens des mots. Comprenez-vous? Le sens des mots, c'est votre conscience intérieure qui réfléchit, qui analyse, qui transforme les sons en signification. Donc, comme ça, c'est le son lui-même n'a pas de signification. C'est qu'on a appris dans notre système de langue de joindre un son et une signification. Dans d'autres langues, le même son pourrait avoir une autre signification. Donc, la capacité à comprendre le sens des mots, c'est la conscience intérieure. Ou quand vous dormez le soir, ce n'est pas nos 5 consciences extérieures qui rêvent, notre conscience intérieure. Par exemple, dans mon rêve, si j'ai vu mon meilleur ami qui habite, exemple, au Canada, mais je n'ai pas vu réellement avec mes yeux, il n'est pas dans ma chambre. C'est intérieurement, je l'ai imaginé. Donc, pendant la méditation, qu'est-ce qu'on fait? Utiliser notre conscience intérieure pour se concentrer sur une chose qu'on a imaginée, focalisée. Pourquoi on dit ça? Beaucoup de gens, souvent on entend parler de la méditation dans d'autres traditions, pas bouddhistes, ils disent méditer sur l'extérieur, sur un son. Par exemple, écouter la musique, écouter un chant, écouter le son d'un bol chantant, écouter le son de la nature, les oiseaux, la rivière, écouter un guide, quelqu'un nous parle pendant la méditation, méditation guidée, ou sur la conscience visuelle, regarder la flamme d'une chandelle. Pourquoi on ne parle pas comme ça dans la philosophie bouddhiste? On dit ces techniques-là, c'est bon pour la préparation pour la méditation. Parce que c'est plus facile de se concentrer à l'extérieur qu'à l'intérieur. Mais vraiment, pour progresser intérieurement, ce n'est pas assez. Par exemple, si vous dites, moi, quand j'arrive du boulot le soir, j'écoute ma belle musique. J'écoute Céline Dion, non, j'écoute son de mantra ou le son de mon bol chantant. Moi, je médite avec mon bol chantant. Donc, ça m'aide beaucoup à me calmer. Mais c'est bon, c'est positif, si ça me calme, c'est bon. Mais qu'est-ce qu'on dit? Ce n'est pas très puissant. Parce que quand vous êtes au travail, vous êtes au boulot, par exemple, votre patron commence à vous énerver. Si vous lui dites, attends, pendant que tu m'énerves, je vais jouer mon bol pour me calmer. Comme ça, je vais pouvoir t'écouter calmement. Mais comme ça, ce n'est pas très efficace, comprenez-vous? C'est besoin toujours de l'objet extérieur, ce n'est pas très bon. Même chose, toujours besoin du guide à l'extérieur. C'est pareil. Si vous apprenez à conduire, vous avez toujours besoin de votre guide pour vous amener conduire, comme votre GPS. Un jour, votre GPS ne fonctionne pas, qu'est-ce que vous faites? Donc, c'est la même chose. Sans le guide extérieur, je ne suis pas capable de méditer, donc je n'arriverai jamais à progresser moi-même. Donc, pour cette raison-là, dans l'enseignement bouddhiste, on dit la méditation, c'est par notre conscience intérieure. Extérieurement, c'est juste comme en attendant, comme une béquille. Pendant que je ne suis pas capable de marcher, donc j'ai besoin de ma béquille, mais réellement, c'est mieux marcher sans la béquille. En attendant, je n'ai pas appris à faire le vélo, j'ai besoin de mes 2 petites roues, mais quand je suis rendu professionnel vélo de montagne, je ne mets plus les 2 petites roues.
Donc, pour devenir aussi bon méditant, j'ai besoin de faire par moi-même. Comme Bouddha dit, mon propre guide, c'est moi-même. Mon propre ennemi, c'est moi-même. C'est l'enseignement de la philosophie bouddhiste. Aussi, comment gérer nos émotions, c'est par nous-mêmes. Enlever notre colère, attachement, l'orgueil, jalousie, la peur, c'est nous-mêmes, on est capable aussi. Donc, comme ça, on va essayer une petite méditation. Pendant la méditation, juste essayer de focaliser votre attention intérieurement en un point. Donc, si vous voulez, exemple, comme j'ai parlé par la conscience intérieure, vous pouvez imaginer quelque chose sur laquelle vous allez porter toute votre attention. Par exemple, dans les textes bouddhistes, il dit « c'est bon de prendre l'image du Bouddha ». Pendant que vous méditez, vous imaginez Bouddha devant vous, concentrez votre attention dessus. Mais en général, ça n'a pas besoin d'être Bouddha. N'importe quel objet fonctionne aussi. Mais si vous dites, exemple, je vais méditer, moi j'aime ça la pizza, je vais méditer sur une pizza. Je imagine une belle pizza devant moi, mais je ne vous conseille pas parce que pendant la méditation, ça vous allez faim, donc vous allez quitter la méditation pour aller commander. Comme ça, ce n'est pas très bon. Même chose, si vous avez, exemple, vous dites, je vais méditer sur le politicien qui m'énerve le plus. Pendant la méditation, ce n'est pas bon non plus. Donc, comprenez-vous, c'est important, trouver quelque chose inspirant, apaisant pour vous. Donc, comme ça, on dit l'exemple Bouddha. Ou un autre exemple, une belle fleur, un soleil, quelque chose comme vous imaginez cette chose-là réellement devant vous et vous concentrez toute votre attention dessus, comme vraiment absorbé dessus. Vraiment, il dit, si on est un bon méditant, si vraiment notre attention, ça marche, vraiment, on est tellement concentré, notre esprit, l'objet devient en fusion. Vraiment, c'est dans la méditation, plus rien nous dérange extérieurement. Donc, si on est capable de faire ça, on va garder cet état-là aussi longtemps que possible, vraiment comme ça. Mais pour l'instant, j'ai dit c'est pas facile. On a beaucoup d'agitation, beaucoup de relâchement. Donc, tranquillement, on va apprendre à comment diminuer ces facteurs-là. Mais au départ, c'est normal. Il ne faut pas vous inquiéter si vous n'arrivez pas, c'est normal. Donc, mais à force de répéter l'exercice, de pratiquer, un jour, vous allez arriver. OK, c'est bon. On va essayer. Après, si vous avez des questions, OK, on va prendre les questions, mais on va faire une belle petite méditation maintenant, vraiment concentrée à l'intérieur. S'il y a des choses extérieures, agitation, tout de suite lâcher prise, revenir à l'intérieur. Si vraiment il y a certaines pensées aussi, revenez à l'intérieur. Si vous trouvez trop difficile comme ça, juste revenir sur la respiration, naturellement, doucement. Juste l'esprit, ni trop tendu, ni trop relâché. Shine lag dong sun du je we lam nyu du yu la ye wa jin ye lo log be yu la ye wa shi che chi yang dan dun la tu shin che pa ye shine lag dong sun du je we lam nyu du yu la ye wa jin ye lo.
semjo rinpoche ma kemba nam kegyo chi kemba nyamba me pa kone kantu pe wan sho. OK, c'est bon. Est-ce que vous avez des questions? Certaines choses que j'ai parlé, que vous ne comprenez pas bien, ou d'autres choses, n'importe quoi. C'est vraiment, c'est bon. Soyez pas gênés, OK? C'est une bonne occasion ce soir. Oui, est-ce que vous avez des questions? Quelqu'un? OK, oui. Quelle est la différence entre la méditation tibétaine et celle indienne, par exemple, comme Vipassana? OK. Quelle est la différence entre la méditation bouddhiste, tibétaine et d'autres méditations, par exemple Vipassana? OK, c'est la question. Mais moi, réellement, quand j'ai commencé à m'intéresser à l'enseignement de la philosophie bouddhiste, de la méditation, j'ai tout de suite plus lu les livres du Dalai Lama. Après, j'ai connu tout de suite Lama Samten. C'est donc j'ai vraiment plus étudié cet enseignement-là, vraiment qui vient du Bouddha dans la lignée tibétaine, mais vraiment qui vient de l'Inde, mais qui est rendu au Tibet. Donc, d'autres traditions, d'autres méditations, moi, je n'ai pas beaucoup pratiqué. Juste, j'ai entendu, OK? J'ai entendu, certains de mes amis, ils m'ont dit comme ça, ils ont pratiqué Vipassana, pleine conscience, comme ça, j'ai entendu, mais moi-même, je n'ai pas d'expérience. Donc, peut-être c'est mieux, c'est vous-même un peu regarder quelle méditation dans la philosophie bouddhiste. Après, vous demandez aussi une autre personne qui pratique Vipassana ou une autre tradition, demandez. Après, vous-même, comparez. OK, moi, c'est difficile. Je ne connais pas. C'est bon? Oui. Fermez les yeux à moitié, c'est ça? Oui. Oui, oui, pas de problème. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'est-ce que la posture suggérée avec certaines raisons, OK? Mais après, certaines personnes, des fois, ils trouvent les yeux ouverts, ça va très bien. D'autres, ils trouvent les yeux fermés, ça va très bien. Pourquoi pas les yeux ouverts? Pourquoi pas les yeux fermés? J'ai donné la raison pour ne pas être agité. Pas être agité ou pas tomber dans la noirceur. Mais si vous n'avez pas ces problèmes-là, c'est aucun problème. Par exemple, il dit comme ça, si quand on médite, OK, il arrive certains... l'esprit est trop dans le relâchement, trop dans la torpeur. Donc, il dit à ce moment-là, c'est bon d'un peu ouvrir les yeux, surtout quand on est dans un espace comme ici, OK? Dans une maison intérieure, c'est un peu plus difficile, c'est étroit, mais quand on est à l'extérieur, là, on peut regarder vraiment comme très vaste le ciel, le paysage. Ça aide beaucoup à éveiller l'esprit. Comme ça, c'est des techniques qu'ils utilisent. De toute façon, vous-même, vous observez. L'enseignement bouddhiste, il dit, dès que vous avez certains problèmes dans la méditation, tout de suite régler le problème. Par exemple, c'est la même chose. Si vous avez un problème sur la voiture, si vous dites « je vais régler plus tard », c'est pas très bon. Si vous avez un problème de santé, vous dites « j'attends plus tard », c'est pas très bon. Si sur le feu, le rond, ça commence à cuire, ça commence à chauffer trop fort, tu dis « je vais enlever plus tard », c'est pas très bon. Donc la méditation, c'est la même logique. Quand il y a un obstacle, tout de suite régler. Si vous avez un inconfort physique, chaque fois que vous méditez mal à la jambe comme ça, changez de posture, c'est tout, simplement. Sinon, pendant la méditation, vous avez enduré pendant 30 minutes, 15 minutes, quelque chose de la douleur ici, mais vous avez médité sur la douleur finalement. Votre objet de concentration, c'était la douleur. Pendant la méditation douloureuse, après, quelqu'un vous demande « Est-ce que tu as aimé la méditation? » Non, c'est la douleur. Je ne vais plus méditer. Comprenez-vous? C'est comme ça, on doit toujours, avec sagesse. L'enseignement bouddhiste, c'est toujours sagesse. OK? S'il y a quelque chose de logique, oui. Si ce n'est pas logique, non. Donc, comme ça, c'est bien adapté. Donc, comme ça, dans la méditation, c'est sûr qu'habituellement, quand on va étudier, on va apprendre. Quand arrive le relâchement, il y a certaines techniques que je peux utiliser dans mon esprit pour réveiller mon esprit. Quand l'esprit est trop agité, il y a des techniques aussi. Mais quand je ne suis pas assez habitué, pas assez habile ou je n'ai pas assez l'expérience, c'est trop fort. Donc, je dois utiliser d'autres méthodes, comme par exemple ouvrir les yeux, quelque chose. Il y a même, exemple, j'ai entendu une fois un maître tibétain, je ne sais pas quel maître exactement, mais il y avait une tradition, il disait, quand il méditait, il prenait comme sa posture, comme ça, le dos droit, il prenait un petit bol d'eau, petit contenant d'eau, il mettait sur sa tête comme ça, en méditation. Donc, s'il perdait un peu la vigilance, OK, donc, oh! Donc, pour réveiller, OK, pour trouver comme technique pour garder l'esprit plus concentré. Pas trop tendu, mais pas trop relâché non plus. C'est bon?
OK. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je voulais Oui. juste revenir justement en Vipassana, par Oui. exemple, quand on a une douleur physique, Oui. ils disent justement qu'il faut euh, la laisser passer, mais il ne faut pas bouger en fait. En Vipassana, on ne bouge pas du tout. Oui. Et on a très mal aux genoux, comme vous disiez. Eh bien, il faut accueillir cette douleur et du Oui. coup la passer comme les pensées, voilà, comme des nuages dans le ciel. Oui. Mais c'est intéressant du coup de voir. Oui, c'est possible. Tout est possible, OK? Ça dépend. Aussi, dans la philosophie bouddhiste, il dit certaines choses. Il dit quand on travaille vraiment à développer l'amour, la compassion, la tolérance, quelque chose comme, en général, exemple, même si on a une maladie ou une souffrance physique en général dans la vie, le fait de résister à cette souffrance-là ne va pas faire diminuer la souffrance. Ça va au contraire faire rendre la sensation plus inconfortable. Alors que si on l'accueille, même si on n'est pas en période de méditation, si on accueille cette douleur-là, déjà là, c'est rendu moins pire, moins difficile. Comprenez-vous? Donc, c'est sûr qu'avec sagesse, ça aussi, c'est possible. C'est vraiment selon notre compréhension des choses, on peut utiliser différentes techniques, différentes méthodes. Tout est possible. Vraiment, c'est pour ça l'enseignement bouddhiste, j'ai dit, comme nous, habituellement, on regarde comme dans la tradition de Dalai Lama, où ce que mon maître principal, Lama Samten, où ce qu'il a étudié, le monastère Ganden. Dans ce monastère-là, les études, c'est environ pendant 20 ans pour comprendre la philosophie, la psychologie, le chemin vers le calme mental, vers le nirvana, vers l'éveil, comment développer l'amour, compassion, gérer nos émotions. Tout ça est étudié pendant 20 ans. Donc, comme ça, nous, présentement, c'est difficile parce que comment travailler dans la méditation? Avant, si on n'a pas étudié, toutes ces informations-là manquent, donc on est moins outillé. Même chose comme le mécanicien, le plombier, le chirurgien. S'il n'a pas étudié, très difficile de faire une belle opération. Très dangereux aussi. Donc, comme ça, c'est la même chose pour la méditation. Plus qu'on apprend l'esprit, plus qu'on comprend comment fonctionne l'esprit, les émotions, les agitations, comment on se libère de cette émotion-là, tout ça, plus on apprend, très intéressant, plus c'est facile après de travailler sur notre esprit. C'est bon? Moi, je pense que toutes sortes de techniques de méditation, ce n'est pas contradictoire, c'est complémentaire. Vraiment aller chercher, nous, différents morceaux, différents endroits, qu'est-ce qu'il dit ici, qu'est-ce qu'il dit là. Donc, aller chercher le meilleur. OK? Qu'est-ce qui est important? Chercher qu'est-ce qui nous fait du bien, de toute façon. Quand on va au restaurant, même chose. On n'est pas obligé de tout manger. On mange ce soir, qu'est-ce qu'on a le goût? Qu'est-ce qui est bon? Dans la vie, c'est ça l'important, trouver le bonheur intérieur. OK, c'est bon. Oui. Oui. OK. C'est bon. La conscience intérieure ne va pas être sur l'objet extérieur. C'est la conscience sensorielle qui va être sur l'objet extérieur, habituellement. Après, c'est la conscience intérieure, elle, c'est possible, mais sous l'influence. Par exemple, quand j'écoute une belle musique, c'est sûr que c'est ma conscience auditive qui écoute la musique, mais après, ma conscience intérieure, elle est influencée. Exemple, quand je vais au magasin, j'ai vu ces bel article dans le magasin. Mes yeux, c'est eux qui ont vu l'article. Donc, mes yeux, eux, ne sont pas attachés à l'article. C'est ma conscience intérieure, elle, qui, sous le pouvoir de conscience visuelle, est attirée, attachée. Même chose, mes yeux ne sont pas en colère. Mais quand j'écoute la télévision, je vois certains politiciens que j'aime pas beaucoup. Donc, mes yeux, ils voient. Après, ma conscience intérieure suit. Donc, maintenant, je suis en colère. Comprenez-vous, c'est les 5 consciences extérieures, c'est comme les portes d'entrée de nos émotions, beaucoup en général. Donc, comme ça, la conscience intérieure va suivre la conscience extérieure à ce moment-là, mais c'est que là, on dépend de l'objet extérieur pour méditer. Donc, sans cet objet extérieur-là, difficile de méditer. Donc, c'est pour ça qu'on dit, si on dépend d'un objet intérieur, on va progresser plus en profondeur. Alors que juste sur la conscience extérieure, sur le son par exemple, on ne pourra pas progresser comme ça. On va toujours dépendre d'un objet extérieur. Par exemple, il parle, OK? Comme ça, il y a une image qui représente le chemin du calme mental. Il y a 9 étapes. Donc, 9 étapes de méditation comme ça, c'est dans la tradition bouddhiste. Il n'existe pas progresser sur les 9 étapes de calme mental juste par la conscience extérieure, ce n'est pas suffisant. Besoin que la conscience intérieure. Mais par contre, c'est le son, par exemple, le son extérieur. Si je vais reproduire par mon imagination ce son-là, oui, ça fonctionne. C'est ça, oui, comme tu dis, oui. Même chose comme dans le rêve, OK?
C'est la conscience intérieure, pas la conscience extérieure, c'est la conscience intérieure. OK, je comprends, oui. Oui, sans problème. Peut être aussi comme ça. On va dire pas à ce moment-là le son, mais plutôt le souvenir du son. Donc, même chose, exemple, certaines méditations, des fois, avant la méditation, on va beaucoup développer le sentiment très fort de compassion. Pendant la méditation, vraiment garder l'esprit concentré sur le sentiment de compassion. C'est possible aussi. Ou méditer sur l'impermanence, méditer sur le lâcher-prise, toutes sortes de méditations. En général, ce soir, j'ai dit, c'est juste une petite introduction, mais dans la philosophie bouddhiste, il y a deux sortes de méditation. Une méditation qu'on dit la méditation de concentration. Elle, tout ce qu'on fait durant la méditation, c'est focaliser l'esprit en un point pour arrêter l'agitation, arrêter le relâchement et donc stabiliser l'esprit pour qu'il devienne de plus en plus calme et donc comme un lac totalement calme, donc pour atteindre ce qu'on appelle le calme mental. C'est le premier niveau. Après, deuxième niveau, plus la méditation analytique, qu'on appelle la vision supérieure. Donc, elle, c'est un chemin de sagesse, de réflexion. Comment libérer mon esprit de la racine de mes perturbations, telles que la colère, jalousie, attachement, dépression, la peur, etc. Celle-là, c'est par le travail de raisonnement que j'y arrive. Donc, c'est une autre sorte de méditation. Dans l'enseignement bouddhiste, méditation principale, c'est la méditation de vision supérieure, de sagesse, de réflexion, d'analyse. Mais la base de ça, c'est le calme mental. C'est pour ça que souvent, nous, qu'est-ce qu'on enseigne premier niveau? C'est le calme mental, parce que sans l'esprit calme, difficile de bien réfléchir, difficile de bien comprendre. C'est bon? OK. Peut-être dernière question. Si quelqu'un en a une, après ça, on va arrêter pour ce soir. C'est bon? Non? Pas de questions? Oui? Est-ce que vous auriez un conseil justement pour comment gérer ses émotions? Vous auriez un conseil, voilà, comment faire pour gérer ses émotions, pour les accueillir et les évacuer? Oui, c'est le long conseil. Est-ce que vous avez encore 2-3 heures? Ouais, c'est ça. Mais réellement, OK, toute la philosophie bouddhiste, c'est pour ça, réellement, OK? Comme j'ai dit tantôt, les moines étudient dans le monastère pendant 20 ans. Le but, c'est ça, libérer notre esprit, accueillir, tranquillement comprendre et donc tranquillement libérer tout ce qui nous fait souffrir. C'est le sens de la vie. Dans l'enseignement bouddhiste, on dit le bonheur, c'est principalement intérieur, pas extérieur. Regarde, dans notre société, on a toutes les belles conditions extérieures pour être heureux. Vraiment, dans le monde, c'est incroyable. Regarde en France, au Canada, toutes les conditions extérieures dans le monde, les plus favorables, c'est nous qui les avons, mais encore beaucoup de souffrance, beaucoup de dépression, anxiété, colère, etc. Même que des fois, dans certains pays, ils ont moins de conditions favorables. On dirait que les gens sont moins stressés, moins anxieux, plus comme détendus, plus joyeux, plus positifs. Donc, je pense que le bonheur, ce n'est pas à l'extérieur. Comme Bouddha a dit, notre propre maître, c'est nous-mêmes. Donc, quel conseil pour gérer nos émotions? C'est devenir notre propre maître. Comment devenir notre propre maître? C'est par la familiarisation, par la méditation. Donc, d'où vient la méditation? De la compréhension, donc de l'étude. Mon conseil, c'est étudier. Regarde, on a étudié à l'école, on a étudié les mathématiques pour devenir bon en mathématiques. On a étudié le français pour devenir bon en français. On a étudié l'anglais pour devenir bon en anglais. On a étudié les sports, on a étudié l'art, on a étudié plein de choses pour devenir professionnel dans plein de choses. Maintenant, on a besoin de devenir professionnel du bonheur. Pour être heureux, nous, et pour aider les autres à être heureux aussi. Parce que nous, si on est capable de mieux gérer nos émotions, on va avoir une influence directe sur notre entourage aussi. Regarde, quand on rentre au bureau, les gens qui sont négatifs et énervés, l'influence qu'ils ont sur les autres, et regarde les gens positifs et souriants, l'influence qu'ils ont sur les autres. Donc, nous, en gérant nos émotions mieux, on va être capable d'aider les autres. Mais comme on dit dans la philosophie bouddhiste, il n'y a rien de magique. Tout est interdépendant. La souffrance est interdépendante avec ses causes, nos émotions perturbatrices, mauvaise gestion de nos émotions, alors que le bonheur, lui, est interdépendant avec une bonne compréhension de notre esprit, bonne gestion de nos émotions. Donc vraiment, de nos jours, on est chanceux ici en Occident parce qu'on a la liberté extérieure de faire ce qu'on veut. Dans certains pays, même en Asie, des pays qui sont traditionnellement de culture bouddhiste, comme le Tibet, la Chine, la Corée. Maintenant, ils ne sont pas libres d'étudier ça. Pays avec régime communiste, contrôlé, interdit par le gouvernement. Nous, ici, on a accès. En plus, on a des choses traduites dans notre langue, le français, anglais. Beaucoup d'ouvrages par des grands maîtres extraordinaires, des enseignements du Bouddha, enseignements du Dalai Lama, toutes sortes de grands maîtres. Donc, comme ça, mon conseil, c'est étudier. Nous, qu'est-ce qu'on enseigne? Oui, dans notre centre, au centre Paramita, c'est ce qu'on fait, enseigner étape par étape les formations.
mais ce n'est pas toujours le temps d'aller comme ça suivre les formations. Donc, vous pouvez vous-même vous renseigner. Beaucoup de choses sur Internet, beaucoup de choses dans les livres, à la librairie, bibliothèque. Voilà. Comme ça, c'est mon conseil comme ça. Je n'ai pas le temps, mais aussi, même si j'avais le temps, c'est pas assez 2-3 heures non plus. Vraiment, c'est comme ça, on a beaucoup accès. Je vais vous dire réellement, c'est l'enseignement bouddhiste très profond, très vaste sur ce sujet-là. Comprendre la vie, comprendre notre esprit, nos émotions, c'est vraiment l'enseignement du Bouddha, c'est incroyable. Donc, je vous remercie vraiment beaucoup tout le monde de votre participation. C'est merveilleux. Comme ça, je... Donc, c'est...